Quel avenir pour les stablecoins dans le système financier de demain? Bonjour à tous, on va en discuter dans ce deuxième numéro de la pause crypto. Je rappelle les règles du jeu, nous sommes en direct 2 fois par mois pendant une trentaine de minutes et plus si est demandé du RAB sur LinkedIn pour décrypter un sujet d'actualité autour de l'écosystème crypto, donc sur le compte de la GFI. Les épisodes seront ensuite par la suite disponibles en replay. Tout au long de ce live, vous pouvez poser vos questions. Et j'en ai déjà eu en amont, justement, à aborder avec vous. Xavier Lavessière, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur indépendant en régulation des actifs numériques, enseignant à Paris 1, et vous venez de publier un article, ça tombe bien, sur les stablecoins dans la revue d'économie financière. Merci une nouvelle fois d'être avec nous. Merci à vous. Alors, on va justement discuter et donner une première définition de ces stablecoins. On entend souvent, on entend souvent parler de ces stables, et en plus, on en entend particulièrement parler depuis un an avec la chute assez retentissante de ce qu'on a qualifié un temps de stablecoin, Terra Luna, avec le fameux UST. Alors, c'était un stablecoin un petit peu particulier puisqu'il était algorithmique. On y reviendra justement sur les différents systèmes qui rentreront justement dans la définition de ces stablecoins. Vous, comment est-ce que vous avez envie de définir justement ces cryptoactifs? Quelle est la meilleure définition pour vous? Alors, je pense qu'en fait, le problème qu'on a, c'est que le terme et le concept vient de l'univers des cryptoactifs, où on a plein de cryptoactifs avec différentes caractéristiques et pour la plupart volatiles. Et on avait besoin d'avoir un cryptoactif avec une valeur stable dans une monnaie fiduciaire. Donc, c'est comme ça que sont nés les stablecoins. Donc, la définition aujourd'hui, ce serait ça. C'est un cryptoactif, donc un actif sur une blockchain, qui a une valeur stable. Le problème est qu'on arrive à un moment, il viendra peut-être à la fin, où il y a une grande quantité de nouveaux types d'actifs numériques qui se proposent et qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Et donc, du coup, on a un même mot pour désigner des choses assez différentes derrière. Et c'est peut-être pas idéal et ça ne permet pas d'approcher ça de façon très rigoureuse. Donc, avec des systèmes différents qui changent un petit peu le qualificatif de stablecoin, mais grosso modo, on peut dire que c'est des cryptoactifs dont la valeur est adossée au cours d'une monnaie traditionnelle ou même d'un autre cryptoactif. Ça existe aussi. Et entre juin 2020, un petit peu pour poser, entre juin 2020 et aujourd'hui, l'ensemble dans leur capitalisation de marché est passé d'un peu plus de 10 milliards de dollars à peu près aujourd'hui 130 milliards de dollars. Donc ça donne un petit peu l'évolution et l'intérêt grandissant par rapport à ces stablecoins, ceux qui dominent principalement. Donc ce sont 2 stablecoins qu'on dit centralisés, c'est-à-dire qui sont émis par une entreprise privée, donc en l'occurrence l'USDT de Tether, un petit peu le bad cop, on va dire, ou alors plutôt le cow-boy. Et vous avez celui qui met au centre de sa stratégie la régulation, c'est l'USDC. Autre chiffre aussi qui permet quand même de montrer l'intérêt grandissant pour ces stablecoins, donc sur la même période, à peu près 2 ans, leur volume de transactions assez important a augmenté de plus de 600% pour s'établir à 7 400 milliards de dollars en 2022, donc selon Coinmetrics. Comment est-ce que vous expliquez justement, on va dire, cet intérêt grandissant et ce développement exponentiel des stablecoins? Au-delà de la stabilité, qu'est-ce qui est intéressant justement aussi bien pour les acteurs crypto et pour les institutions du monde financier classique, on va dire? Ouais, ce qui est intéressant dans les stablecoins, c'est qu'on peut rester dans l'univers des cryptoactifs tout en ayant certaines propriétés d'un actif financier classique, puisqu'on peut le comparer du coup au reste à des euros ou des dollars. Pour moi, c'est très clair qu'il y a 3 types d'usage du stablecoin, et c'est le premier qui pour l'instant fait le plus de succès. Donc le premier, c'est tout le fonctionnement des marchés des cryptoactifs. Donc c'est en soi, c'est peut-être le sujet de cette émission, c'est en soi tout un univers d'un marché financier pour l'instant un peu isolé quand même, pas complètement connecté au reste. On va dire en vase clos, la finance décentralisée pour l'instant c'est assez... pas complètement clos non plus, et notamment les stablecoins sont un de ces points de connexion, mais un peu indépendants. Et donc dans ces marchés, les stablecoins sont très intéressants parce qu'ils permettent à la fois d'arbitrer typiquement quand il y a beaucoup de volatilité, repasser sur quelque chose de plus stable, aussi d'arbitrer entre des plateformes parce qu'on peut dans toutes les plateformes acheter le stablecoin, aller sur un autre échange par exemple et revendre dès qu'il y a une opportunité d'arbitrage. Et puis dans la finance décentralisée en particulier, c'est un peu ce qu'on appelle le point de shelling, le côté
côté un peu matheux, c'est de dire qu'il y a besoin d'un point de convergence, un point à partir duquel on va faire tous les échanges. Et donc c'est pour ça que la majorité des paires sur les échanges décentralisés ont un stablecoin dedans, et qu'il y a quelques stablecoins qui en plus émergent largement du lot. Paire peut-être en fait, quand on échange entre deux actifs, c'est plus simple d'échanger entre un cryptoactif A, un stablecoin puis un cryptoactif B, que d'avoir une paire entre A et puis toutes les autres possibles. Et du coup, il suffit d'avoir A et stablecoin, et puis chaque lettre et le stablecoin. Et du coup, avec 26, si on a 26 lettres, si on n'avait que 26 cryptoactifs, on pourrait faire tous les échanges. Et donc, du coup, ça simplifie un peu les échanges. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles c'est adopté. Après, il y a d'autres usages un peu émergents. Donc, un peu d'usage en paiement qu'on peut voir. Oui. Donc, des gens qui payent des salaires. Stable, potentiellement, on peut imaginer un débouché sur le paiement. Voilà. Et le plus classique, c'est le salaire. Donc, il y a quelques protocoles qui sont spécialisés là-dessus. Des DAO qui payent leurs fournisseurs plutôt en stablecoin que même dans leur monnaie de gouvernance. Donc, il y a quand même l'idée que les gens qui fournissent un travail ont envie d'une monnaie un peu stable en face. Et puis le dernier usage qu'on voit un peu, c'est l'aspect plus infrastructure de marché financier, c'est dire est-ce que les stablecoins, ça ne peut pas permettre entre différents acteurs qui font du paiement à des échelles locales, par exemple, d'avoir ce stablecoin comme réserve qui leur permet d'échanger. Pour l'instant, c'est très émergent, mais c'est un tout petit point. Mais en tout cas, le gros de la courbe, c'est certain, c'est l'enthousiasme des marchés et notamment la volatilité et les difficultés de ces derniers mois. Ça contribue à assurer leur succès puisque finalement, ça permet d'arbitrer et de se réfugier aussi dessus. Alors peut-être DAO, donc c'est Decentralized Autonomous Organization. Ouais. Donc en gros, c'est les organes de gouvernance de la finance décentralisée. Donc de manière générale, dans un protocole de finance décentralisée, vous avez donc la fameuse DAO. Vous avez une entreprise classique, j'ai envie de dire, qui va notamment assurer le paiement des salaires, et vous avez le protocole en lui-même, justement, qui permet alors, soit de faire de l'emprunt, soit de faire ce pourquoi le protocole est fait. Alors, tout ce que vous avez décrit, c'est ce qui se rapproche en fait un petit peu on va dire le plus, en tout cas le cryptoactif qui se rapproche le plus d'une monnaie traditionnelle. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le parallèle par exemple, Circle n'hésite pas à dire qu'ils veulent faire émerger, ou en tout cas fabriquer ou mettre sur le marché le dollar de demain on va dire mettre le format cash du dollar sur la blockchain. En gros, est-ce qu'on peut dire que le stablecoin, donc qui va être ancré au dollar par exemple, va être une sorte de dollar synthétique qui va circuler sur la blockchain? Ou alors est-ce que c'est quand même autre chose? Oui, mais là, on sort des marchés des cryptoactifs et on sort aussi… On fait le pont, on va dire. Et on sort de là où on en est aujourd'hui et vers où on espère aller. C'était déjà le projet avec Libra, c'est tous ces projets finalement de dire, maintenant qu'on a cette technologie blockchain, on a quelque chose de très ouvert, on a tout un tas de possibilités de smart contracts et autres, on a besoin dessus d'un actif très fiable qui va servir de référence, et de là, ça ouvrirait aussi beaucoup d'innovations dans le paiement, dans les marchés financiers, etc. Donc typiquement, Circle, c'est le genre d'acteur qui se positionne là-dessus et qui dit on va aller plus loin que juste fournir un stablecoin pour les échanges décentralisés, et on va fournir non seulement quelque chose de très sûr pour ces marchés-là, mais même on peut imaginer que maintenant cet actif serve ailleurs. Donc c'est là-dessus qu'il se base. Et la chose un peu remarquable, c'est que là où il se positionne, c'est plus justement d'avoir qu'une réserve plus ou moins fiable, mais c'est même être un des actifs les plus sûrs, puisqu'ils utilisent donc des bons du trésor à court terme, donc un des actifs les plus sûrs qu'on puisse avoir. Et c'est déjà aujourd'hui la majorité de leurs réserves. Et du coup, ils s'appuient là-dessus pour fournir cet actif. Donc, c'est presque plus sûr aujourd'hui que des dépôts dans une banque, puisque les dépôts dans une banque ont face à un ensemble d'actifs qui sont avec des maturités plus longues. Donc ça peut être plus difficile de récupérer l'argent s'il y a une crise. Et puis en plus avec des risques de prêt en face qui correspondent à ces dépôts. Donc c'est assez intriguant parce qu'on est dans une phase où on imagine qu'il y a potentiellement des nouvelles formes de monnaie qui ont un profil assez différent de son habitude, qui deviendraient plus accessibles au plus grand public. Ça existe un peu déjà avec les money market funds, ce genre d'actifs en quelque sorte. Alors qu'est-ce que c'est les money market funds? Les money market funds, c'est juste des fonds qui sont très très liquides et qui ont que des choses très fiables dedans. Et donc qui sont presque aussi bonnes que de la monnaie, tout en ayant un petit rendement, etc.
Et là, c'est un peu ce vers quoi s'approche ce type de stablecoin. Donc ça, avant l'émission, évidemment, on en a parlé, mais j'ai envie de poser la question un petit peu peut-être naïve pour vous permettre d'y répondre. En quoi est-ce que, enfin, tout ce que vous décrivez là, on le fait déjà avec le système classique. Pourquoi est-ce que c'est intéressant justement d'avoir ces cryptoactifs stables qui circulent sur des blockchains? Bon, plutôt des blockchains publiques, on va dire. Peut-être que ce sera important dans la réponse que vous allez donner. C'est ça qui intéresse globalement et ce pourquoi les stablecoins pourraient avoir une place assez importante dans le monde financier, peut-être futur de demain en tout cas. Si on écarte pour l'instant la côté réserve et les propriétés financières, au niveau infrastructure. Hein. Voilà, le côté juste pratique, il y a quand même beaucoup de choses très remarquables au blockchain aujourd'hui. Donc, on a une infrastructure globale accessible partout dans le monde, qu'on regarde Bitcoin, Ethereum, etc., qui tourne depuis plus d'une dizaine d'années. Même si on peut toujours débattre de la robustesse, on peut quand même se dire qu'il y a quelques preuves de robustesse. Et surtout, c'est de l'open banking amélioré. Donc l'open banking, c'est tout ce mouvement qu'on a eu au cours des dernières décennies, où on a obligé les banques à ouvrir des interfaces pour permettre à des startups de se connecter dessus. Donc du coup, plus faciliter le fait pouvoir visualiser ses comptes en banque, le fait de pouvoir déclencher certains paiements, etc. Donc il y a eu toute cette tendance à dire on veut ouvrir un peu les banques pour que des développeurs puissent fournir des services améliorés dessus. Et là, avec les blockchains, on a quand même une interface qui est complètement ouverte, la possibilité de créer des choses complexes avec les smart contracts. C'est l'interopérabilité qui est assez intéressante. Et c'est d'ailleurs un des arguments mis en avant par la Banque Centrale Européenne au moment, ou en tout cas des objectifs au moment de lancer une potentielle monnaie banque centrale, donc monnaie banque centrale européenne en l'occurrence. Justement, c'est ce côté, au lieu d'avoir plusieurs systèmes qui communiquent entre eux, qui sont, je sais pas comment dire, plusieurs chemins de fer qui tentent de communiquer, on va essayer d'avoir tout sur la même route. C'est ce que notamment propose Ethereum. Alors, sans forcément le dire comme ça, mais ce côté interopérabilité et par exemple ne plus avoir Euronext d'un côté, le Nasdaq, mais essayer peut-être hypothétiquement d'avoir des places de marché avec des standards mondiaux qui seraient déterminés pour que justement les échanges soient plus faciles et plus interopérables entre eux. Ça me rappelle cette blague de XKCD, donc il y a une bande dessinée un peu humoristique sur Internet, où ils disent il y a aujourd'hui 34 standards, c'est absolument insupportable, il faut inventer un nouveau standard pour simplifier tout ça, et c'est comme ça qu'on arrive à 35 standards. Et donc c'est un peu ça qui se joue, parce que aujourd'hui, donc il y a effectivement des standards dans l'open banking, et c'est un des ratés de l'open banking, c'est de ne pas avoir réussi à faire des choses suffisamment standards pour que ce soit facile de se connecter dessus. Pour une startup, c'est compliqué, coûteux d'aller interagir avec plein de banques et de s'interfacer. Ça s'améliore, mais ce n'est pas encore fini. Sur les blockchains, chacune a son propre standard, mais en fait, déjà entre elles ne sont pas complètement interopérables. Et donc ça, c'est déjà un problème. Donc chacune travaille dessus. Et on a par exemple l'écosystème de Cosmos qui met en avant ses solutions, mais qui fonctionne bien dans son écosystème, pas complètement parfaitement avec le reste. Donc c'est un peu l'enjeu quand même de tout ce qui fait. Et donc les projets de monnaie numérique de banque centrale qui aussi ont un peu cette idée derrière. Et avec le régime pilote européen, l'idée de représenter des titres financiers sur des blockchains. Mais pour l'instant, tout ça ne se communique pas. Donc les projets de titres financiers sur des blockchains, pour l'instant on fait des blockchains privées à part. Euronext a ses expérimentations, toutes les autres entreprises du genre ont aussi leurs propres projets, mais pour l'instant indépendants. Et voilà, le travail des prochaines décennies, ça va être d'arriver à harmoniser tout ça et les faire converger. Le point quand même important, c'est que ce qui permet d'être un peu optimiste, c'est que le succès des blockchains publiques, et en particulier donc l'écosystème autour d'Ethereum, mais un peu autour, donc les autres projets aussi qui sont très viables, c'est que c'est en train de devenir une référence de fait. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de développeurs maintenant, de consultants formés sur ces technologies, même sur les monnaies numériques de banque centrale. Donc, ça dépend du type de projet, mais quand on réfléchit à faire ce genre d'infrastructure un peu marché financier, forcément, on est obligé de regarder ce qui se passe aujourd'hui sur ces grandes blockchains publiques, parce que ça, voilà, il y a une taille critique qui fait qu'on ne peut plus ignorer ça quand on essaie de faire quelque chose du même genre. Sinon, on réinvente un peu la roue à côté, quoi. Alors, on dit blockchain publique. Au contraire de blockchain privée, donc une blockchain publique, c'est une blockchain qui est accessible, on va dire, sans permission préalable, ou en tout cas qui ne va pas être distribuée entre des acteurs de manière fermée
Et c'est ce qu'est notamment Ethereum, c'est-à-dire que Ethereum, vous pouvez, alors parfois moyennant un KYC, donc une identification, aller sur Ethereum et utiliser un protocole de finance décentralisée pour emprunter, pour jouer dans la finance décentralisée. Au contraire, par exemple, de Onyx, hein, qui est toujours d'ailleurs, je crois, la blockchain privée de la banque JP Morgan, et qui, pour le coup, était plutôt une blockchain d'expérimentation, mais qui était fermée à un petit nombre d'acteurs. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas y rentrer comme ça. C'est pour ça que c'est ça qui est intéressant au niveau de l'interopérabilité, c'est que les blockchains publiques peuvent être accessibles à n'importe qui. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions. Pour cela, on en a déjà eu pas mal et je les ai notées et j'ai déjà d'ailleurs commencé à les poser à vous, Xavier Lavessière. Et il y avait pas mal de questions, notamment concernant la fragilité ou la robustesse de ces stablecoins de manière générale. J'ai envie de vous poser cette question. Pour vous, et je ne sais pas si j'aurai une réponse précise, mais pour vous, quel est le système, et si on peut s'attarder sur certains d'entre eux, quel est le système le plus robuste, ou en tout cas, ou qui a fait ses preuves jusque-là, qu'il soit, peut-être expliqué après, mais centralisé, semi-algorithmique, décentralisé, over-collatéralisé. On va comment dire, donner des définitions à tous ces termes. Pour vous, aujourd'hui, quel est le modèle qui s'impose aujourd'hui, de manière générale? Et si on peut s'attarder sur peut-être un modèle en particulier et le détailler pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Oui, alors sur les modèles, j'aurais du mal à répondre à celui qui s'impose parce que c'est mon côté un peu chercheur. Pour qu'on fasse tout le... on regarde tous ces projets, ils ont tous des profils différents, intéressants. Donc, et parfois ils se complètent même, parfois ils peuvent en tout cas se compléter. Et en plus ils interagissent beaucoup entre eux. Donc évidemment celui qui est un peu sur la sellette, c'est le modèle algorithmique, donc avec l'idée d'avoir un stablecoin qui est stabilisé. Donc, dans les premiers modèles un peu simplistes, par le fait d'émettre ou de supprimer un deuxième token qui lui était plus volatile. En fait, de faire de l'arbitrage pour maintenir l'ancrage à 1. C'est ça. Et donc, ça avait évidemment assez clairement un risque dès qu'il y a une perte de confiance. En fait, on a beau émettre beaucoup de cette token volatile, ça n'absorbe jamais la valeur qu'il y avait dans le stablecoin. Ou en tout cas, il est facilement attaquable si jamais on veut déséquilibrer le système. Voilà. Après, je ne me prononce pas sur tous les variantes de ces modèles-là, puisqu'il y a beaucoup de recherches là-dessus. Il y a quelques papiers qui réfléchissent à d'autres façons de le faire, un peu plus. Mais 100% algorithmique, en tout cas, les modèles ont prouvé que c'était quand même difficilement tenable. Et c'est là-dessus qu'était fondé notamment Terra. Voilà, mais Terra, c'était clairement sur ce modèle un peu simpliste. Ouais. C'était déjà écrit, même sur les forums de Terra, que c'était potentiellement dangereux. Donc, il y a eu clairement un choix de promouvoir ce projet en sachant qu'il était fragile. Qui avait mal fonctionné, ouais. Donc, c'est pas une erreur à un moment surprenante, c'était quelque chose de prévisible. Donc, le deuxième modèle qui est intéressant, c'est celui sur la blockchain où on utilise un smart contract, on bloque une réserve de cryptoactifs. Donc les smart contracts, on va dire pour simplifier, c'est une sorte de programme informatique qui permet justement de réaliser des opérations et d'émettre des contrats, donc smart contracts, dans la finance décentralisée. Oui, c'est juste un programme. La seule caractéristique qui est importante, c'est que l'exécution du programme se fait sur la blockchain, donc collectivement par l'ensemble du réseau. Et du coup, en quelque sorte, il y a une garantie d'exécution, donc les choses vont se faire de la façon qui a été prévue. Donc il faut plutôt oublier le mot contrat là-dedans, parce que ce n'est pas tellement l'idée. C'est le mot générique. Oui, mais en fait, dans la genèse du concept, on n'aura pas le temps d'y revenir, ça a quand même un sens. C'est quand même quelque chose, il y a une garantie vis-à-vis des autres, que les choses vont se faire telles qu'elles ont été prévues. Alors que si on fait tourner un programme sur un ordinateur, si vous avez un serveur Minecraft chez vous, et que vous modifiez une ligne de code, vous pouvez changer la couleur des blocs comme vous voulez. Celui qui fait tourner le serveur peut modifier ce qu'il veut. Sur un smart contract, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut puisque c'est exécuté au vu de tous et par tout le monde. Mais entre des entités bien définies dans le smart contract, justement, qui vont choisir d'interagir via le smart contract. Ah oui, ceux qui participent au smart contract sont identifiés, mais le réseau, c'est ce grand réseau public. C'est ça, exactement. Et on pourrait revenir sur cette notion de public. Mais, donc c'est ça. Et donc un modèle de stablecoin, c'est juste qu'on bloque des cryptoactifs et qu'en échange, on emprunte. Alors est-ce que c'est complètement fiable? Ça marche très bien quand les conditions vont bien. Il y a plein de points de fragilité. Un des points les plus évidents, c'est que typiquement, si je veux emprunter 1 euro de stablecoin, il faut que je dépose
mettons 2 euros d'un cryptoactif volatile. Et, donc, et jusqu'à ce que la valeur de la réserve soit 1,5 euros, on considère que c'est bon. C'est bon. Et le jour où ça arrive à 1,5, soit il faut immédiatement que je remette de la réserve en échange pour garantir cette réserve-là, soit quelqu'un peut, ça s'appelle liquider, en gros, vendre à ma place, prendre une petite partie de la différence et du coup permettre de garder toujours le fait qu'il y ait la valeur de 1 euro qui est représenté quelque part. Donc ça, c'est le système notamment que propose Maker, MakerDAO. Enfin, le MakerDAO, c'est le protocole, en proposant de mettre en circulation donc qu'on appelle le DAI. Et effectivement, c'est un système, c'est le système en tout cas que vous venez de décrire et qui a été lancé en 2017, je crois. En tout cas, on pouvait utiliser le DAI en 2017. Peut-être, je n'ai pas retenu la date. Je crois que c'était 2017. je regarderai plus précisément. Et voilà. Et donc, un des points de fragilité, c'est qu'il faut en permanence connaître le prix des cryptoactifs sur la blockchain. Et sur la blockchain, on a du mal à accéder à des informations qui sont un peu plus, comme ça, un peu plus volatiles, comme le prix d'un cryptoactif. Donc ça peut être un point de fragilité et un point d'attaque. Et puis aussi, si le cours varie très rapidement, c'est arrivé au début de la pandémie, il y a eu un micro-crash du prix de certains cryptoactifs. Tout d'un coup, il peut y avoir des comportements un peu bizarres. Donc voilà, donc ça c'est un autre modèle. Et puis le troisième, donc c'est celui qu'on a décrit au début, donc de Tether et USDC, donc celui qui domine très largement aujourd'hui. Et en général, quand on parle de stablecoin, c'est pour ça qu'on parle plutôt de cela. Donc c'est vraiment une réserve financière qui est en face, qui est déposée sur un compte en banque ou qui est représentée par différents titres financiers pour chaque euro qui existe dans ce stablecoin. C'est très proche d'un système qu'on avait déjà en Europe, qui est la e-money. Oui. La e-money, la définition, c'est très simple. C'est de la monnaie électronique qu'on représente en échange de l'argent que l'on a placé sur un compte en banque. Et donc, ça rentre à peu près dans cette définition. La différence, justement, c'est quelle est la qualité de cette réserve-là. Et en fonction des projets, il y a différents choix qui sont faits sur la qualité de cette réserve et ça change entièrement la qualité du cryptoactif. La régulation qui arrive en Europe pour les stablecoins, ce qu'elle leur demande, alors elle se concentre uniquement sur ces stablecoins qui ont une réserve comme ça financière. La régulation, c'est MiCA, Market in Crypto Assets, sur lequel un accord politique a été trouvé cet été et qui normalement doit être définitivement voté en avril et rentrer en application au plus tôt vers 2024, plutôt 2025 maintenant. Mais voilà, ça rentre dans cette régulation européenne que vous évoquez. Oui. Voilà, et donc cette règle, elle reprend un peu les idées de la e-money, disant il faut une réserve qui représente exactement la valeur, avec telle qualité, etc. C'est ce qui se rapproche le plus d'une banque classique, quelque part. Alors c'est un peu différent, mais c'est un système, j'arrive avec, je sais pas, l'équivalent de Bitcoin, je veux l'équivalent en USDC, en USDT, je l'ai et en échange, on me garantit que si je veux revenir justement récupérer, alors pas forcément du Bitcoin, mais récupérer du cash, en tout cas, on me garantit qu'en réserve, il y a l'équivalent. En tout cas, et que les réserves sont toujours égales au nombre de pièces en circulation. En gros, c'est à peu près ça, non? J'aurais tendance à dire que c'est plus sûr qu'un compte en banque, puisque il y a des actifs qui sont liquides, qui sont disponibles en face de la réserve. Et même la réglementation est un peu dure là-dessus. Et puis certains projets se donnent des objectifs encore plus exigeants. Donc c'est beaucoup plus liquide. La banque, si tout le monde vient retirer l'argent sur son compte en banque demain, la banque s'écroule, ça ne marche pas. Donc c'est beaucoup plus... C'est le principe des réserves fractionnaires. Donc c'est beaucoup plus sûr sur le plan de la réserve. Par contre, la banque, vous avez un compte en banque et vous pouvez aller retirer votre argent au guichet. Sur votre application. Voilà, donc vous ne pouvez pas tout retirer d'un coup parce qu'il y a tout un tas de limites qui sont justement un peu là pour éviter ce genre de crise. De bank run, oui, notamment. Ouais. Mais vous pouvez le faire. Alors que sur les stablecoins, beaucoup de stablecoins, vous n'avez nulle part où aller pour récupérer votre argent. Donc vous avez beau avoir le stablecoin, il y a beau exister la réserve, ça c'est des problèmes un peu pratiques, c'est vers qui vous retournez. Et typiquement, vous ne pouvez pas aller taper à la porte de Circle directement et récupérer l'argent. Je voudrais du dollar. Il faut passer par Coinbase par exemple qui travaille avec eux et qui fait l'intermédiaire. Et du coup, il y a quand même déjà 2 couches d'intermédiation entre vous et cet argent-là, comparé au compte en banque. Donc, il y a un profil de risque qui est un peu différent. Ouais. L'interopérabilité n'est pas forcément optimale. Mais justement, comment est-ce que vous expliquez qu'il y a cette difficulté? C'est réglementaire ou alors c'est lié à l'infrastructure? Qu'est-ce qui pose problème quand on veut parfois retirer rapidement du cash et sortir de ses positions via son stablecoin?
C'est plutôt réglementaire ou c'est un problème d'infrastructure, on va dire? C'est même pas d'infrastructure, c'est un peu, je pense, en partie un choix de ces acteurs-là de ne pas tout faire, donc pas s'occuper de la relation client, d'avoir juste le rôle d'émission. Et en fait, c'est sur un point important dans l'article que j'ai écrit sur les stablecoins, c'est souvent on applique une réglementation comme si on avait un acteur stablecoin qui est responsable de l'ensemble des opérations, de même qu'une banque est responsable de votre argent, de tous les comptes en banque, des mouvements, de la sécurité, des choses comme ça. Là, dans un stablecoin, vous avez plein d'acteurs qui en fait font le fonctionnement du stablecoin, et il n'y en a pas un seul. Donc, Circle ne fait qu'émettre le stablecoin, et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à émettre, des fois il y a d'autres acteurs. Les échanges, donc souvent, font cette interface de conversion entre les deux. La blockchain vous permet de faire des transactions au quotidien, etc. Donc, et votre portefeuille, qui est en général une autre entreprise encore à part, vous permet d'accéder à vos cryptoactifs. Donc il y a tout un ensemble d'acteurs, c'est beaucoup plus fragmenté que dans le système financier classique. Et c'est un peu un défi pour les régulateurs, puisqu'il faut repenser la façon de fonctionner. Alors justement, on a vu qu'il y avait différents types d'acteurs, donc des plutôt centralisés comme l'USDC, enfin comme Circle, comme Tether. On a des acteurs plutôt décentralisés, et notamment MakerDAO. Et à ce propos, donc l'ACPR, superviseur français, a lancé une grande consultation aujourd'hui justement sur la finance décentralisée pour tenter on va dire de faire émerger des questionnements pour faire plus tard émerger d'autres standards qui permettront justement toujours de protéger les clients de cette finance décentralisée et peut-être aussi alors le mot ne va pas plaire à tout le monde, mais de cadrer, on va dire, ce système financier qu'on peut dire peut-être alternatif au classique. Et alors justement, comment est-ce qu'on peut réguler ces acteurs-là? Il faut faire du cas par cas, ou alors est-ce qu'on peut quand même catégoriser en fonction de ce que proposent ces acteurs-là? Alors déjà, je pense que... Et qu'est-ce qui existe déjà comme cadre, c'est assez léger pour l'instant, mais... Il y a quand même des choses. Par exemple, pour évoquer ce qui s'est fait. Alors, ce qui se fait, il n'est pas encore totalement mort, entre guillemets, mais ce qui se faisait avec Paxos et Binance, par exemple, ça, on pourra l'évoquer. Qu'est-ce qui existe déjà pour quand même ne pas tuer l'innovation et permettre quand même à ces acteurs de pouvoir développer leur business dans un début de cadre réglementaire? En tout cas, pour la finance décentralisée, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu ouvert. Je pense qu'il y a une logique qui est de dire qu'il faut laisser cet écosystème se développer, qu'il est un peu isolé du reste du système financier. En général, le souci des régulateurs, c'est pas chaque risque individuel, c'est éviter surtout qu'il y ait un risque systémique. Ouais. Donc, par exemple, sur les risques individuels, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de campagnes aux États-Unis, en France, contre les influenceurs, ces promotions très grand public qui promet des monts et merveilles à plein de gens qui ne sont pas très éduqués financièrement. Et c'est quand même un peu tragique parfois. Je vois toute une génération qui se lance à corps perdu. Qui se lance à corps perdu là-dedans. J'ai vu des gens se faire brûler là-dessus et c'est quand même toujours un peu triste. Donc là, il y a un enjeu. Mais sur ce qui se passe dans la finance décentralisée, je pense que c'est encore un peu tôt et que c'est pour ça que la CPR ne fait que lancer une consultation, qu'on est dans un processus un peu lent. Et ce n'est pas inclus dans MiCA d'ailleurs, la finance décentralisée, justement pour manque de compétences. Donc on préfère attendre un petit peu avant de mettre un cadre sans trop consulter les acteurs. Exactement. Et la difficulté qu'il va y avoir, c'est qu'il va falloir rentrer dans un peu les détails des rôles. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un peu plus fragmenté que dans la finance habituelle, où on a un acteur qu'on peut identifier, responsabiliser et donner un ensemble de règles et aussi de protection. Et là, on se retrouve avec un ensemble d'acteurs qui ont des rôles différents. Donc, vous l'avez évoqué, les entreprises de développement qui développent en partie le protocole, mais qui en général pas toute la main sur l'ensemble. Une partie de gouvernance qui se fait à l'échelle collective, donc une forme de coopérative, même si on peut se rendre compte, et il y a des articles en ce moment qui travaillent là-dessus, sur le fait qu'il y a souvent que quelques acteurs qui sont derrière, donc c'est pas aussi universel qu'est le fonctionnement de Bitcoin, par exemple, qui est quand même beaucoup plus décentralisé que certains de ces projets. Et puis toutes les entreprises qui gravitent autour et qui concourent au fonctionnement. Donc du coup, identifier quelles sont les bonnes responsabilités, c'est un vrai travail minutieux qui va prendre, à mon avis, quelques années. Tant mieux, ça me donnera du travail. Donc,
Ouais, un des systèmes qui existait, donc on l'a évoqué, hein, c'était Paxos avec Binance. Donc en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que Paxos était l'acteur régulé qui était chargé, on va dire, d'émettre le stablecoin de Binance. Et il était régulé notamment par le régulateur new-yorkais. Donc ça, c'est un des chemins réglementaires notamment qui existe pour le moment pour encadrer, on va dire, l'émission de ces stablecoins, parce que en beaucoup de points, en tout cas, on peut l'assimiler à du bancaire. Et donc forcément, quand il y a du bancaire, il y a des clients, ça parle financier, et donc forcément, il faut protéger ses potentiels clients. Justement, ça me fait une parfaite transition pour voir un petit peu un groupement de questions que j'ai eu avant ce live. C'est les stablecoins et le paiement. Donc, on l'a évoqué dans cette introduction. Est-ce que les stablecoins, et en quoi les stablecoins peuvent être considérés comme une grande partie ou pas du futur du paiement? Parce qu'on a parlé d'interopérabilité, on a parlé d'open banking, on a parlé d'une meilleure inclusion financière. C'était un des éléments d'ailleurs ou des arguments développés par Circle. En quoi est-ce qu'on peut penser, ou en tout cas, quelles sont les qualités des stablecoins pour être un moyen de paiement ou une e-monnaie, le cash de demain, donc qui circulerait via en partie la blockchain ou des blockchains publiques, pour être plus précis? Alors je vais être un peu provocateur, je pense qu'en tant que moyen de paiement aujourd'hui, c'est mauvais. Ça prend... Pourquoi c'est mauvais, justement? Parce que faire un paiement entre deux portefeuilles de stablecoin, à chaque fois que j'ai essayé de payer une bière ou à quelqu'un qui avait payé à ma place, ou etc. Il faut boire avec modération. Ça prend toujours du temps parce qu'il faut avoir son wallet, il faut l'avoir connecté, etc. Ça peut prendre quelques secondes, voire minutes, des fois, d'avoir la validation du truc. En moyen de paiement, c'est quand même encore plus pratique aujourd'hui d'utiliser... Donc ça entre particuliers, puisqu'on évoque, on évoque l'alcool, c'est entre particuliers. C'est ça. Et donc c'est pas idéal. Par contre, ce qui me semble idéal, c'est le côté infrastructure. C'est qu'effectivement, une fois que c'est là qu'existe ce stablecoin et qu'on peut le bouger partout dans le monde sans vraiment aucune contrainte sur le plan d'infrastructure, ça devient très facile de faire après tout un tas de services au-dessus. Donc on a déjà ce qui se passe sur l'écosystème Ethereum qu'on appelle des deuxième couches, donc layer 2, les layer 2 ouais. Donc, qui sont des moyens où on place son stablecoin et du coup on peut faire des paiements beaucoup plus rapides avec beaucoup moins de frais de transaction, etc. Donc, notamment si on est un institutionnel qu'on veut déplacer beaucoup d'argent, 50 millions, 10 millions, ça s'y prête plus en tout cas. 10 millions, on peut le faire sur la blockchain principale facilement. Si on veut faire plein de petits paiements en dehors, être sur une blockchain secondaire, ça aide. Donc pour les jeux, les choses comme ça, ils sont déjà passés en général là-dessus. Ouais. Et puis, ce que j'avais évoqué au début, c'est de dire, je suis une entreprise locale de paiement quelque part dans le monde, dans un pays qui n'est pas très bien connecté au reste du système financier, et il y en a énormément de pays comme ça dans le monde. Nous, on vit en tout cas dans l'espace occidental et on a globalement un système financier qui marche pas trop mal, mais c'est vrai que dans beaucoup de régions du monde, c'est pas forcément une évidence. Voilà, et je veux faire des virements transfrontaliers, etc. Aujourd'hui, je peux directement me connecter à la blockchain, avoir ces stablecoins, les envoyer à d'autres institutions financières ailleurs dans le monde, etc. Et en même temps, proposer des micro-paiements localement, sans forcément utiliser la blockchain. Je peux, moi, avoir ma base de données et puis permettre aux gens d'avoir une monnaie locale, etc., et de faire des paiements rapides, mais j'ai quand même accès à cette réserve-là. Donc ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment révolutionnaire, puisqu'aujourd'hui, il y a les voies pour faire des paiements à l'échelle globale. C'est plus long. C'est long, c'est cher, c'est compliqué, et surtout, il manque des fois juste un tuyau. On parlait de tuyau au début. C'est ça, ou de rail plutôt. Oui, de rail. Le rail n'existe pas, en fait. Il y a des pays qui n'ont pas de relation, où les banques n'ont pas de relation avec d'autres banques étrangères qui peuvent leur permettre de faire ce genre de virements internationaux. Donc du coup, le fait de pouvoir du jour au lendemain être payé en stablecoin ou d'envoyer des stablecoins, ça leur ouvre pas mal de possibilités. Et où est-ce qu'on les place justement, ces stablecoins qui n'ont pas encore d'existence bien catégorisée au niveau juridique, il faudra sûrement en faire une entre guillemets sur mesure pour eux. Où est-ce qu'on la place entre les déposits tokenisés, les monnaies banques centrales, où se placent les stablecoins privés dans la hiérarchie de la monnaie scripturale de manière générale, que ce soit le cash, que ce soit la monnaie électronique, justement? Peut-être les deux extrêmes. Peut-être rappeler peut-être deux, trois, pas tout évidemment, mais le type de monnaie qui existe, en tout cas au niveau juridique, financier.
Oui, les deux monnaies qu'on utilise la plupart du temps au quotidien, qu'on connaît tous, c'est le liquide, Oui. donc, qui est fourni par la Banque centrale et qui est la monnaie, enfin, voilà, une monnaie qui nous permet de faire des transactions instantanées, mais qui demande un peu de manipulation. Oui. Et puis la monnaie sur un compte en banque, qui peut être électronique, on peut payer par carte, on peut faire des virements, etc., mais qui n'est qu'une contrepartie de la banque. Et donc c'est ce qu'on a vu avec les crises de certaines banques. Si la banque s'écroule, en théorie, on peut perdre l'accès à ces fonds-là. Donc une côté un peu plus sûre, mais pas très pratique, en tout cas dans une ère numérique. Et l'autre offre plein d'options, mais a un peu de fragilité. Les stablecoins sont un peu entre les deux. Donc les stablecoins, c'est ce qu'on disait, tout dépend de leur réserve. Donc leur réserve, ça peut être presque directement... Que ce soit des cryptoactifs ou que ce soit des actifs classiques comme des bons du trésor, par exemple. On parle plutôt, quand on parle d'actifs classiques, si c'est directement la balance d'une banque, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les dépôts tokenisés. Oui. Et donc effectivement, on retrouve les mêmes risques qu'on avait sur la banque. Par contre, on a aussi le fait que ça va être en général mis par une banque, et donc ça donne une certaine crédibilité à ce token. Donc ça, c'est les dépôts tokenisés. Les stablecoins, qui ont donc une variante, c'est là que le mot est un peu flou, parce que ça peut inclure ça, ce qu'on vient de dire, les dépôts tokenisés, mais en général, on parle plutôt du fait qu'ils utilisent un panier d'actifs qui est plus ou moins fiable, dont des bons du trésor, un peu de réserve bancaire, ce qui peut être aussi leur source de fragilité, comme on a vu avec l'USDC il n'y a pas longtemps. Et voilà. Et donc la monnaie numérique de banque centrale, c'est le plus proche du liquide, puisque l'idée c'est de dire que c'est comme le liquide émis directement par la banque centrale, donc c'est 100% sûr, dans la mesure où on fait confiance à la banque centrale, et c'est sous forme numérique, avec en plus des petites nuances autour, où en fait finalement les monnaies numériques de banque centrale elles seront rarement complètement contrôlées par la Banque centrale, parce que la Banque centrale n'a pas envie de gérer des portefeuilles, toute une infrastructure. Donc finalement, ça ressemblera souvent à une réserve qui sera accès. Donc on pourrait dire que c'est presque un stablecoin qui est sur de la réserve de Banque centrale, pendant qu'on a des stablecoins sur un panier d'actifs ou des stablecoins sur des dépôts de banque. Donc en gros, l'outil qu'on utilise à la fin, numérique, est un peu indépendant du type de réserve qu'on a derrière. Aujourd'hui, c'est un peu embrouillé pour ça, parce que souvent on nomme par l'actif qu'il y a derrière. On dit la monnaie numérique de banque centrale, c'est complètement différent d'un stablecoin. Et si à la fin les deux sont sur une blockchain, sur le plan pratique, ce ne sera pas très différent. Après, il y a des enjeux financiers derrière. Mais comme souvent, c'est discuté aujourd'hui par des économistes, on voit beaucoup la partie réserve et pas toujours la partie pratique devant. Mais justement, alors j'aimerais terminer sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez, ou quels commentaires vous avez à faire, ou plutôt analyse, sur le fait que Circle veuille débarquer en Europe et, comme le dit son PDG Jérémy Allaire, faire émerger le cash de demain à l'heure d'Internet. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Est-ce que finalement c'est un acteur qui a compris et qui veut se placer sur la monnaie qui transiterait via complètement Internet, ce qui est une partie des promesses, en tout cas, via les stablecoins des blockchains. Enfin, de la blockchain et de la crypto, de manière générale. Ouais, alors déjà sur Paris, je pense qu'on peut se féliciter. Paris a vraiment réussi à attirer un grand nombre d'entreprises, des cryptoactifs et de gros acteurs globaux. Moi, je pense, j'ai suivi vraiment l'évolution de l'écosystème français, qu'une partie, c'est nos régulateurs, donc qui ont été très actifs sur le sujet dès le début, qui ont essayé de trouver un cadre à peu près approprié, etc. Avec la loi Pacte à partir de 2018, et au fur et à mesure, on a... Exactement. Même avant, l'ordonnance sur les mini-bons qui permettait d'émettre des mini-bons sur une blockchain, etc. Donc il y a eu vraiment une attitude proactive, et quand même on peut se féliciter que parfois ça fonctionne. Et puis c'est une stratégie générale de Paris d'être une place financière qui, pour l'instant, prend la voie d'être une des places fortes centrale en tout cas en Europe. Ouais. C'est pas la seule, il y a de la concurrence, mais qui est bien positionnée. Et donc là, sur les cryptoactifs, je pense qu'il y a une série de succès avec quelques gros acteurs qui s'installent, installent des bureaux à Paris. Et mine de rien, ça ancre un peu. Donc après, ça ouvre à tout le marché européen, mais ça contribue à renforcer la place de Paris. Donc ça, c'est la première idée. Et après, sur l'idée
de faire un cash de demain. Oui. Parce qu'en fait, Circle veut être enregistré donc, comme prestataire de services sur actifs numériques, donc, qui est grosso modo indispensable si on veut proposer tout un tas de services à destination d'un public français qui est en lien avec les cryptoactifs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient être régulés en obtenant prochainement, ou en tout cas en déposant un dossier pour être agréés comme établissement de monnaie électronique. Alors justement, ce dernier point est particulièrement intéressant. Est-ce que vous pouvez un petit peu décrire les enjeux qu'il y a derrière cette volonté d'être régulé, d'avoir l'agrément pour émettre de la monnaie électronique, tout simplement? Alors, leur volonté d'être régulée, c'est vraiment le cœur de leur stratégie. Comme on a dit, le cow-boy et le... On a dit le coyote le cow-boy de la crypto et on va dire plutôt l'enfant un peu plus sage. L'enfant sage. Ça vaut ce que ça vaut. Mais... En tout cas, c'est leur stratégie. Donc la monnaie électronique, c'est un cadre qui existe depuis longtemps et qui permet de procéder à des paiements. Donc avec ce que je disais tout à l'heure, d'avoir une réserve euro pour euro du moyen de paiement que l'on crée. Donc ça ne permet pas de faire des choses très funky sur le plan financier, mais ça permet de fournir des choses de paiement. Donc c'est ce qu'utilise PayPal en Europe ou tous ces types d'acteurs, Lydia, qu'on a plus en France, pour pouvoir faire des paiements. Donc voilà, ça leur correspond. C'est un cadre, c'est déjà aussi le succès européen d'avoir fait un cadre assez cohérent. Et le cadre MiCA qui s'annonce va un peu dans cette ligne-là. Il n'y a pas de grande discontinuité, avec des petites nuances, mais on est dans ce cadre-là. Donc ça prouve, c'est peut-être un succès aussi européen là-dessus, d'avoir créé cette directive sur la monnaie électronique il y a quelques années, j'ai oublié l'année, et qui s'avère être un cadre robuste sur le temps long. Aux États-Unis, ils en parlent, ils appellent ça le narrow banking, souvent. Oui. Ils en parlent, mais pour l'instant, ils n'ont pas un cadre aussi clair là-dessus. Donc on aura clairement un cadre beaucoup plus clair en Europe sur ce sujet. Par contre, en termes de stratégie d'entreprise, c'est concurrentiel. Tout ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que la blockchain va être l'infrastructure qui va être dominante sur les paiements. Et les paiements, plus on met le nez dedans, et plus je mets mon doigt dedans, plus j'ai l'impression que c'est de me faire embarquer dans des engrenages infinis. Le paiement, chaque situation de paiement est différente. C'est une personne dans une situation donnée qui a besoin de payer, elle a différents objets à sa disposition, elle a un marchand en face qui a fait différents choix aussi, et il faut arriver à payer dans tous les cas. Et avec toute une architecture derrière très compliquée. Donc on peut miser que la blockchain sera une infrastructure sur laquelle tout sera basé, et donc à ce moment-là, Circle sera bien positionné à être une espèce d'intermédiaire qui fournira la base pour plein de moyens de paiement. Mais on peut aussi penser que tous les acteurs de l'e-money aujourd'hui qui existent fournissent déjà des services qui sont plus utilisés que n'importe lequel de ces acteurs cryptoactifs. Et qui ne vont pas se laisser faire non plus. Donc, je ne peux pas prédire l'avenir et c'est sûr qu'il va y avoir de belles batailles à venir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement avec la monnaie électronique? Ça sert à quoi? Enfin, qu'est-ce que la monnaie électronique aujourd'hui? Qui est-ce qui l'utilise et qui en a l'accès? Comment est-ce que ça... On s'en sert tous les jours. Dès que vous utilisez donc l'application Lydia, typiquement, vous mettez de l'argent de votre compte en banque sur l'application Lydia. Lydia le récupère sur son compte en banque et en échange, elle vous met des euros dans votre application, mais qui sont que des euros Lydia en quelque sorte. Donc sur le plan financier, c'est de l'argent qui n'est pas très robuste en théorie, mais qui pour vous est pratique parce que ça vous permet de payer des amis avec juste un numéro de téléphone, etc. Et donc, c'est là-dessus qu'on voit de la monnaie électronique. Un autre exemple, c'est Stripe, donc cette application qui permet de créer déjà de la monnaie programmable en quelque sorte, puisqu'il se connecte à tout un tas de services, toutes les applications de e-commerce et autres, et qui leur permettent aux commerçants de récupérer de l'argent, qui pendant un moment est de la monnaie électronique. Ils ont juste un euro Stripe en quelque sorte, qui après ils peuvent récupérer sur leur compte en banque. Donc c'est une espèce d'unité de compte qui sert que dans un univers. Mais ça permet énormément d'innovation, puisque ça permet à des startups, sans manipuler de l'argent officiel en quelque sorte, qui est l'argent des banques ou l'argent de banque centrale, d'avoir un système rapide, efficace qui leur permet de payer. Donc ça c'est déjà un écosystème très vivant et on verra si l'arrivée de ces nouveaux acteurs va stimuler encore plus ce sujet. Merci beaucoup Xavier Avessière d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet qui monte de plus en plus. Quelle place pour les stablecoins
dans le système financier de demain. Je rappelle que vous êtes chercheur indépendant en régulation des actifs numériques, donc pas mal positionné sur ce sujet stablecoin, hein, on vient de le voir, enseignant à Paris 1, et vous venez de publier un article sur les stablecoins dans la revue économique et financière. Merci à tous de nous avoir suivis, merci beaucoup pour vos questions. Je vous donne rendez-vous normalement dans 2 semaines pour un autre sujet, hein, parce que vous savez que l'actualité est quand même assez riche sur les cryptoactifs, que ce soit dans la blockchain ou les ponts qui existent entre la blockchain et le monde financier traditionnel. Merci à tous et bonne semaine.